Bienvenue à tous, bienvenue à toute ma team OM. Vous êtes sur le travail de l'ombre. Alors, je m'excuse par avance, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie particulière à faire cette vidéo. Je pense même qu'il y aura plus de la colère. Parce que oui, l'OM se déplaçait au stade Louis II ce dimanche à 21h pour y affronter Monaco. Le premier gros test. Et ça s'est avéré catastrophique. On a pris une claque énorme, 6-1. Et on en parle tout de suite dans le débrief. Ne changeons pas nos habitudes et pour commencer ce débrief, évoquons donc d'abord la composition de Rudy Garcia qui a choisi d'opter pour un 5-4-1, une composition clairement défensive. Notre défense étant composée de droite à gauche par Sakai, Sertic, Rolando, Doria et Ubokan. Notre milieu de terrain, lui, est composé de Luis Gustavo, Sanson, Thauvin et Amavi. Et en attaque, Valère Germain. Bon, maintenant, je suis censé vous résumer le match, mais comme vous le voyez, le cœur n'y est pas, donc on va faire simple. On va faire court. Dès la deuxième minute de jeu, tout tombe à l'eau, que ce soit le résultat ou même la tactique de Rudy Garcia, puisqu'on encaisse un but de Glick, laissé totalement libre de tout marquage dans la surface de réparation, suite à un coup de pied arrêté. Ajoutez-y à ça le doublé de Falcao et le but à la 45e de Diakabi, et on rentre à la mi-temps avec un 4-0 et les fesses bien rouges. En deuxième mi-temps, comme si cela ne suffisait pas, Sidibé et Fabinho aggravent le score. Et, si j'ai failli oublier, petite anecdote, Rémi Cabella a a marqué un but, avant certainement de nous quitter d'ici la fin du mercato. Et donc, ce match se termine avec un 6-1. Alors, que vous dire en conclusion de ce match, si ce n'est qu'on est au lendemain de cette rencontre et j'ai encore la gueule de bois, c'est difficile à digérer. Je crois tout simplement qu'elle ne pourra pas être digérée, cette défaite. Et je tenais simplement à m'excuser parce que pendant des semaines, pendant des mois, j'ai prôné la patience. La patience avec le coach concernant la qualité de jeu, la patience avec notre président, avec notre actionnaire pour les laisser travailler sur ce mercato et tenir leurs promesses. Et forcé de constater qu'à 3 jours de la fin du mercato, ils ne pourront pas tenir leurs promesses, que tous ces espoirs qu'ils ont véhiculés seront forcément mis à néant. Donc voilà, je tenais tout simplement à m'excuser. Oui, j'ai fait erreur de croire en eux. Alors, je suis pas là pour vous dire quoi penser, pour vous dire où sont les torts, où sont les problèmes. Mais voilà, je tenais simplement à m'excuser pour tous ceux que j'ai dit. Calmez-vous, laissez-les travailler correctement, laissez-les faire, faites-leur confiance. Je me suis clairement trompé. Voilà, on est au lendemain de ce match et clairement, à 3 jours de la fin du mercato, on peut dire que cette OM Champions Project ne tiendra pas ses promesses. Pour cette partie, l'œil du coach, j'ai choisi d'analyser une lacune récurrente depuis le début de la saison. Nos coups de pied arrêtés défensifs. Et commençons donc d'abord par analyser les buts encaissés contre Monaco. Comment dès 1 minute et 10 secondes, on peut être pris à revers presque par surprise dans un domaine où on sait que Monaco excelle, puisque 50% de leurs buts depuis le début de la saison étaient marqués de cette manière. D'abord, on peut voir une ligne défensive très haute, très loin de Mandanda. Là déjà, première interrogation sur cette méthode qui oblige nos adversaires à arriver lancés en pleine vitesse. En fait, on les force à arriver dans notre surface dans les meilleures dispositions pour marquer. Et qui plus est, quand on connaît nos problèmes défensifs, notamment en termes de vitesse et de placement, j'estime qu'on se tire une balle dans le pied. Ajoutez-y à ça un marquage approximatif, on peut déjà le voir ici avec Falcao, des joueurs constamment en retard sur leur vis-à-vis, et on peut voir avec tous ces ingrédients 3 monégasques seuls en très bonne position dans nos 16 mètres, alors que nous étions en plus en supériorité numérique. On revoit l'action sous un autre angle et on peut voir Sakai déjà bien trop loin de Falcao. Un Glick plutôt bien entouré pour le moment et Ubokan correctement au marquage. Oui, mais voilà, des monégasques en mouvement avec de l'envie, de la détermination, lâchent complètement un marquage laxiste marseillais. Comme on le voit très bien ici avec Sertic, Rolando et Doria, avec même Ubokan en retard déjà après quelques foulées. Du pain béni pour Monaco qui ne se laissera pas prier pour ouvrir le score. Le deuxième but à la 34e minute relève là encore ces mêmes lacunes, ces mêmes défauts. Une ligne défensive très haute et un marquage en zone et non individuel beaucoup trop large malgré une supériorité numérique. D'ailleurs, en parlant de ce marquage en zone, regardez au départ, Sertic est sur Glick et Rolando est sur Falcao. Dans le mouvement des appels, ce marquage va permuter sans même que nos centraux s'en rendent réellement compte. Et là, 2 points importants qui nous coûtent le but.
On gagne pas notre duel à la retombée du ballon, malgré là encore cette supériorité. Et le placement de Sertic, très mauvais, qui doit se situer entre Mandanda et Falcao, et entre le ballon et Falcao, et non être placé comme ceci derrière le Colombien. On revoit ça sous un autre angle. Défense loin de Steve, marquage laxiste, manque de concentration, duel perdu dans la surface malgré le 2 contre 1 et positionnement de Sertic très mauvais. Mandanda n'est pas loin de nous faire un arrêt de grande classe mais difficile à bout portant avec autant de vitesse en plus. On passe au troisième but et on revoit encore un mauvais placement sur notre marquage. Là, en l'occurrence, avec Thauvin sur Sidibé. Là aussi, Ubokan, Sertic, Rolando ont un marquage qu'on peut qualifier de particulier. Thauvin, intéressé que par le ballon et voyant qu'à la réception Sidibé ne sera pas concerné, lâche complètement son marquage. Sertic et Ubokan, eux, se concentrent tous les deux sur Falcao et laissent totalement seul Jemerson. Quant à Rolando, lui ne regarde même pas le ballon et se concentre seulement sur Glick. Grosse erreur là encore, puisque Glick peut ajuster sa course et attaquer le ballon que Rolando, lui, ne voit qu'au dernier moment. Thauvin laisse de plus en plus filer Sidibé et on connaît la suite. Poteau de Glick qui revient sur Sidibé, laissé à l'abandon et c'est le 5e but. Une nouvelle fois, je vous remonte sous un autre angle et on voit qu'au départ de l'action, on est plutôt bien en place. Mais très vite, tout s'effrite. Ubokan, Sertic, tous les deux sur Falcao, alors que Ubokan doit être lui sur Jemerson. Rolando qui ne regarde même pas le ballon que je vous ai entouré. Duel perdu par le Portugais, Sidibé qui échappe à Thauvin et but. Alors oui, on a été pris à revers sur les buts, mais vous allez voir que cette lacune a été récurrente durant toute la rencontre. Puisque sur cette action, rebolote. Doria est très en retard pour ne pas dire à la rue. Ubokan lui fait l'inverse de Rolando sur l'action précédente et ne regarde que le ballon. Du coup, il laisse Jemerson totalement seul pour frapper ce ballon en deuxième rideau. Et ce nouvel angle qui fait très mal puisqu'on voit encore mieux à quel point Falcao était laissé complètement à l'abandon. Nouvelle image, nouveau coup de pied arrêté et on voit pour la énième fois un marquage très mal effectué. Je pense ici à Sertic et à Sakai. Sakai complètement pris de vitesse dans la détermination par Glick. Alors ok, vous allez me dire on n'a pas été bon dans ce domaine contre Monaco. Oui mais non, le problème se répète depuis le début de la saison et ne va pas en s'arrangeant. Alors revenons en arrière. D'abord dans le match précédent contre Domzal. Encore une fois, ligne défensive très éloignée de notre but. Supériorité numérique en étant 7 contre 4. Marquage élastique, défenseur en retard et but. Refusé pour hors-jeu certes, mais vous allez me dire c'est voulu. Mais regardez le numéro 4 adverse qui lui ne l'est pas et lui aurait pu nous faire très mal. Alors quoi, vous avez encore des doutes? Ok, revenons donc en arrière sur le match précédent contre le SCO d'Angers. Coup franc dès la 5e minute, marquage à peu près correct au départ, puis en 2-3 foulées, tout le monde est pris de vitesse. On est en retard dans son duel et Angers se procure une action dangereuse. Et pourtant, là aussi on est averti sur la qualité de coup de pied angevin. Nouveau coup franc en deuxième mi-temps et encore une fois, aucun marquage d'Anguissa. Et un Jordan Amavi très mal positionné, puisqu'il doit être entre Steve et Romain Thomas et se sent donc obligé de l'accrocher. Heureusement, penalty non sifflé par l'arbitre. Troisième image lors de ce match, et que vous dire à part rebolote. Heureusement, Mandanda nous sort la parade au bon moment pour conserver ce match nul. Pas encore totalement convaincu? Ok, revenons une nouvelle fois sur le match précédent, cette fois-ci à Domzal. Duel perdu, marquage totalement oublié avec cette défense faite en zone et ces deux joueurs totalement laissés seuls qui se retrouvent au deuxième poteau. Second plan pour voir que Evra étant en zone ne se préoccupe pas vraiment du numéro 10 adverse. Ocampos lui oublie son adversaire dans son dos et par deux simples déplacements de nos adversaires, c'est une action très dangereuse qu'on subit heureusement sans grandes conséquences. Dois-je vous rappeler le but encaissé et ce marquage totalement défaillant de Sertic, là encore mal positionné? Et si vous voulez remonter dans le temps, on peut le faire. Et à chaque fois, on voit les mêmes erreurs. Ici, à Nantes, et Patrice Evra est en retard. Ici, c'est Rolando qui perd son duel et la réussite qui nous permet de conserver cette victoire à Nantes. Revenons encore en arrière, si vous le voulez, contre Dijon, avec ce corner au premier poteau et ce retard d'Evra qui aurait pu s'avérer très dangereux. Ici, Milik laissé encore une fois étrangement seul et là encore, merci Steve. Ou même celui-ci avec encore et toujours Milik qui a le temps et l'espace pour faire une remise. Bref, ce problème est récurrent depuis le début de la saison et il faut vite le régler pour ne pas avoir de gros problèmes. Alors ce match à Monaco a juste été la révélation aux yeux de tous. Cette défense haute, ce marquage en zone est pour moi un échec cuisant. Il faut vite repasser à un marquage individuel, mettre les joueurs face à leurs responsabilités dans la surface de réparation. Voilà pour cette analyse de l'œil du coach. Passons donc maintenant au flop et au flop.
Alors, pour commencer avec ses flops et ses flops, oui, vous avez bien lu dans le titre, il n'y aura que des flops cette semaine. Comment choisir des tops après un tel match? Ça n'a pas été facile pour moi, j'aurais pu mettre 7, 8 joueurs, mais j'ai choisi de faire simple et j'ai choisi donc nos 5 défenseurs dans ces flops. À commencer donc par Doria avec un début de match catastrophique, puisque c'est lui au marquage de Glick sur le premier but. Dans les instants qui suivent, il se fait prendre de vitesse et on subit un poteau. Bref, il a été horrible. Je lui mets donc un 1 sur 10. Le suivant, c'est Rolando avec la même note. Notre capitaine, oui, j'ai bien dit notre capitaine. Rolando, c'est notre capitaine. A été battu du début à la fin du match dans tous les secteurs de jeu. Passons ensuite à Sertic. Là encore, 1 sur 10. Là encore, battu sur le 3e et le 4e but. À la ramasse complète, soyons clairs. Le suivant, c'est Sakai. Complètement perdu dans les placements de cette défense à 5. Il offre un penalty de manière stupide pour le 6e but. Et pour finir, Ubokan avec toujours cette même note de 1 sur 10. Et bon, que dire sur ce joueur que je n'ai toujours pas dit? Franchement, j'ai plus d'adjectifs. Et enfin, j'ai gardé une nouveauté pour la fin puisque ce n'est pas un joueur, mais le coach Garcia. Comment ne pas le mettre? Alors oui, ça serait trop facile de lui faire totalement porter le chapeau, mais ces mauvais choix tactiques commencent à être récurrents, notamment face aux gros de ce championnat. On veut voir du jeu, bordel. On veut voir du jeu. Pour cette partie, la communauté, vous connaissez maintenant le principe par cœur. Une question, un débat, un avis. Il vous suffit de tweeter avec le hashtag LTDLO pour que j'y réagisse dans mes débriefs. Voilà, donc passons tout de suite à vos messages. Alors, je me suis armé de mon téléphone pour lire vos tweets et on commence donc avec Gunterino Junior qui nous dit « Je n'attends pas la fin du match. Penses-tu qu'en enchaînant les matchs tous les 3 jours, Garcia a vraiment pu bosser cette tactique ?» Alors la question c'est est-ce qu'il l'a bossé bien avant puisque évidemment entre le match d'Europa League et ce match de Monaco, il a clairement pas le temps de la travailler. Il nous avait évoqué en conférence de presse qu'il travaillait sur plusieurs tactiques pour même pouvoir en cours de match changer. Donc j'espère, j'ose imaginer qu'il l'ait travaillé, sinon c'est clairement suicidaire. Maintenant on est à même de pouvoir se poser la question vu le résultat et vu surtout les difficultés de placement de ces joueurs. Je pense surtout que quand il l'a travaillé, il l'a certainement travaillé avec Adil Rami. Là, l'absence d'Adil Rami a été très préjudiciable. Donc, effectivement, on peut se poser la question. J'ai pas réellement la réponse puisqu'évidemment, je ne suis pas à l'entraînement. Mais on peut avoir de gros doutes, ça c'est certain, ouais. On passe au deuxième tweet de Simplim qui nous dit « Le plus grand absent ce soir n'était ni Payet, ni Rami, ni N'Ji, mais le sens tactique de Rudy Garcia. » Ben, on est clairement d'accord, lors des grandes rencontres, Rudy Garcia pense surtout à défendre et n'attaque plus. Il déjoue complètement tactiquement et ça, c'est vraiment le point inquiétant depuis son arrivée à Marseille. Et deuxième mea culpa de la vidéo, puisque quand la composition est sortie sur Twitter, j'ai dit de vous calmer surtout parce que cette composition à 5 défenseurs n'était pas forcément une composition très défensive parce que moi, j'imaginais en fait Sertic aux côtés de Luis Gustavo et donc Jordan Amavi glissé en tant que latéral. Et j'imaginais donc que nos latéraux, Amavi et Sakai, pouvaient se projeter vers l'avant en phase offensive. Et qu'en phase offensive, on pouvait se retrouver dans un 3-5-2. Et qu'en fait, il avait densifié cette défense axiale pour défendre correctement sur les 2 attaquants monégasques. Ça a été clairement une erreur puisque dès les premières secondes du match, on a vu que c'était pas du tout le cas et que c'était vraiment une tactique pour ne pas prendre de but avant tout. Et c'est ce qu'on fait régulièrement depuis que Garcia est là, face à Paris, face à Monaco, et on déjoue complètement. Il oublie qu'il est à Marseille. À Marseille, ici, c'est droite au but. C'est clair, c'est net. On veut attaquer, quitte à perdre avec nos armes, mais on veut attaquer. On a perdu des matchs sous l'ère de Bielsa en essayant de trop attaquer, certainement. Mais voilà, on ressortait quand même satisfait malgré le résultat. Et là, c'est plus le cas. On déjoue complètement. Donc, c'est un vrai problème à régler du côté de Rudy Garcia. On enchaîne avec un tweet de Small qui nous dit « OM dépendant de Rami. Aucun jeu de tête en défense, trop peu d'anticipation et bien trop passif. Ubokan, Sertic, Rolando, catastrophique. » Alors la vraie erreur pour moi, surtout qui est incroyable, c'est qu'on a recruté seulement Rami. On sait depuis des années qu'on a un gros problème en défense. On a fait une bonne recrue avec Adil Rami, mais on se doutait bien qu'à un moment donné, Adil pouvait être blessé, pouvait être suspendu. Et aujourd'hui, à 3 jours de la fin du mercato, on se retrouve avec la même défense qui nous a causé tant de problèmes.
C'est surtout ça le vrai problème. Le vrai point noir, c'est qu'on a recruté qu'un seul défenseur central. Et ça, c'est inadmissible. Voilà, ce débrief touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu malgré ce manque d'entrain, ce manque de sourire après cette grosse défaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour donner votre avis et continuer le débat. Pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bien sûr, allez l'OM!